En 2020, l'industrie de la mode africaine avait une valeur de marché estimée à plus de 19 000 milliards de francs CFA, selon l'UNESCO, qui précise que cette valeur est en perpétuelle croissance. Loin d'être une industrie culturelle et créative, le Mali fait son bout de chemin. Quel état des lieux peut-on faire du secteur de la mode au Mali? Qu'en est-il du coût et de la disponibilité des matières premières à l'image du textile? Ce secteur permet-il de vivre du fruit de son travail? Quelle place le marketing et la communication occupent-ils pour valoriser le secteur? À quand une industrie de la mode malienne? C'est le titre de cette édition. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Ce soir, nous sommes en mode industrie culturelle et créative. Vous comprendrez en regardant le portrait de notre invité principal. Plus connu sous le nom d'Hakim Soul, Ibrahim Guindo est un véritable passionné de mode et de communication événementielle. Il est le promoteur de la société de production de contenu et d'événements AS Agency. C'est d'ailleurs cette entité qui produit Mali Mode Show, l'un des événements phares de la mode malienne ces 3 dernières années. Ce trentenaire est également l'initiateur de Mali Mode Academy, dont l'objectif est la formation professionnelle des jeunes promoteurs dans le domaine de la mode. Ces jeunes sont entre autres formés sur l'entrepreneuriat, le marketing commercial, le développement personnel. Hakim Soul est depuis juillet dernier le directeur exécutif de l'association Culture L. Entre août 2020 et juin 2023, Ibrahim Guindo a travaillé avec l'ambassade de France au Mali. D'abord en qualité de responsable communication, puis en tant que chargé de mission société civile. Dans le domaine des médias, il a été responsable de la communication digitale et relations publiques du programme télévisé Citoyen l'Instant T de mars à octobre 2020. Ces dernières années, Hakim Soul a été associé aux principaux événements culturels tels que Black Fashion Week Paris, Défilé de mode Paname, Festival d'ici et d'ailleurs ou encore Festival du Débit où il a été administrateur général en 2018. Titulaire depuis 2015 d'une licence en marketing communication de l'Institut supérieur de communication et de publicité Subcom, Ibrahim Guindo a également suivi des formations en entrepreneuriat et en webmaster, notamment à Maya. Il s'est perfectionné en multimédia à l'Université de vacances Groupe Walaha en 2016. Très engagé au niveau communautaire, M. Guindo est le président de l'association Mali Mode et membre du mouvement Transformons le Mali. Membre fondateur de l'association culturelle Djourou, Ibrahim Guindo, dit Hakim Soul, est l'invité principal de Entreprendre. Vous l'avez compris, notre invité principal est l'entrepreneur culturel passionné de mode Ibrahim Guindo, dit Hakim Soul. Hakim Soul, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Céline pour l'invitation. Vous êtes le fondateur et manager de AS Agency, une structure spécialisée donc dans la création de contenu et l'événementiel. Oui, exactement. Donc AS Agency est une agence que nous avons créée officiellement en 2019. Donc c'est une agence créative qui réunit des talents, qui propose des contenus originaux et également des événements. Alors vous êtes surtout l'initiateur de Mali Mode Show. En effet, le Mali Mode Show justement est un produit de l'agence que nous avons lancé en 2018. Donc il s'agit d'un événement culturel autour de la mode qui propose des défilés de mode, des ventes privées
et qui réunit des amateurs et les professionnels du monde de la mode à Bamako. On va bien sûr revenir en détail sur l'édition 2023 du Mali Mode Show, qui, je le rappelle, donc, se tient à Bamako du 3 au 12 novembre. Exactement. Mais avant, je vous invite à suivre ce grand angle qui revient sur les enjeux donc, du secteur de la mode au Mali. En Afrique, l'industrie de la mode et du textile est le deuxième secteur le plus important après l'agriculture. D'après les données de l'UNESCO en 2020, ce secteur avait une valeur de marché estimée à plus de 19 000 milliards de francs CFA. Les spécialistes estiment que ce secteur a le potentiel de créer des millions d'emplois sur le continent, notamment pour les femmes et les jeunes. Mais son développement est compromis par le manque d'investissement et d'infrastructures, deux faits qui sont perceptibles au Mali. C'est indéniable que ce secteur regorge de talent. Par contre, au vu du contexte sécuritaire du pays, il y a pas mal d'ouvertures que nous, acteurs de la mode, n'avons pas par rapport à pas mal de pays de la sous-région qui ne souffrent pas du même handicap. Et c'est justement en ce sens-là que sont à encourager des initiatives telles que le Mali Mode Show ou le Mali Fashion Empire et j'en passe, qui aujourd'hui font office, on va dire, de vitrine pour le savoir-faire local. De l'habillement en passant par la maroquinerie et autres accessoires de mode, les articles produits localement sont jugés chers par certains clients, ce que cette styliste reconnaît. Aujourd'hui, si on veut valoriser le Made in Mali, il faut que ce Made in Mali-là soit à la portée justement des Maliens. Et on sait que le pouvoir d'achat du Malien lambda n'est pas un pouvoir d'achat assez élevé. Donc moi personnellement, dans mon entreprise, notre politique à nous, c'est de proposer un rapport qualité-prix opportun. Contrairement à la promotrice de marques de vêtements liées à mode, cette autre créatrice estime les coûts abordables compte tenu des matières utilisées. Et il serait intéressant surtout que ceux qui consomment les produits locaux parviennent à garder en vue que dans notre travail, il y a beaucoup de recherche, énormément même je dirais, et sans compter tout ce que ça implique en termes de logistique, en termes de création, le coût de la main-d'œuvre, tout ça, ça a un coût en fait, et il est important de le prendre en compte. Donc je ne dirais pas forcément que les créations de façon générale maliennes ont un coût excessif. Partie intégrante de la mode, le mannequinat est l'une des professions les moins valorisées du secteur, à en croire nos interlocuteurs. Peu de mannequins qui ont gagné leur vie grâce au mannequinat, mais c'est à travers le mannequinat que beaucoup sont devenus stylistes. Donc il y a beaucoup de mannequins aussi qui sont mal formés. Il y a des gens qui prennent seulement l'argent des mannequins, mais et il y a beaucoup de mannequins qui ne répondent pas au profil du mannequinat. On se connaît tous un peu dans le milieu de la mode ici au Mali. C'est un peu les stylistes comme les mannequins. Donc souvent, c'est eux qui viennent vers moi ou aussi par le biais des directeurs artistiques aussi. La faiblesse des opportunités de formation, la contrefaçon des marques, les difficultés d'accès à l'électricité, à de nouveaux marchés et les enjeux écologiques sont autant de défis qui freinent l'industrialisation du secteur au Mali. Nous travaillons particulièrement avec les artisans, avec des tailleurs et tout. Et il faut comprendre que c'est une main-d'œuvre qui peine aujourd'hui à encore élever son niveau pour atteindre un certain professionnalisme. Il est essentiel de mettre en place des mécanismes de valorisation de la richesse de nos traditions, des motifs. Dans son rapport 2022 intitulé « Repenser les politiques pour la créativité », l'UNESCO indique que les industries culturelles et créatives font partie des secteurs ayant la croissance la plus rapide au monde et peuvent être des moteurs efficaces de lutte contre la pauvreté et constituer un vecteur de développement socio-économique durable et inclusif. Hakim Soul, quel regard portez-vous sur ce secteur, le secteur de la mode au Mali? Je pense que le secteur de la mode au Mali, d'abord, est un secteur assez dynamique dans le sens où
ce secteur est constitué en fait de beaucoup de talents, de beaucoup de passionnés et des gens qui ont vraiment envie de s'investir et créer de la valeur dans ce secteur. Mais d'un autre côté, c'est aussi un secteur qui manque de beaucoup de choses et qui manque d'investissement, qui manque de politique, qui manque de vision et qui manque aussi, on va dire, de visibilité et d'information. Très bien, on va justement revenir en détail sur les différents points que vous venez d'évoquer. Mais avant, j'ai le plaisir de présenter nos deux autres invités. Tout d'abord, So Namisatera, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes créatrice de mode, promotrice de la marque de vêtements Ikalouk, créée en 2016, c'est bien ça. Vous travaillez avec quel type de matière en particulier? Moi, je privilégie le coton. C'est ma matière de prédilection. Le pain tissé, le coton léger, on les prend et puis on les transforme et puis on essaie de faire de jolies choses avec. Marie Doussou Sangaré, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation également. Alors, vous êtes chargée de communication au FACEJ, Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes. Vous avez accompagné plusieurs artistes, festivals, associations culturelles sur le plan administratif, communicationnel et même en matière de recherche de financement, c'est bien ça? Oui, par le passé, oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, au niveau du fonds d'appui à la création d'entreprises, j'ai pu comprendre que vous aidez justement ceux qui veulent rentrer dans le secteur de la mode. Donc dans le secteur de l'artisanat, déjà le FACEJ appuie plus de 800 entreprises, donc à Bamako, mais aussi dans les autres zones d'intervention, Ségou, Mopti, Sikasso, Tombouctou, Kita. Et dans ce secteur-là de l'artisanat, 8% des entreprises qu'on a accompagnées sur leur création, leur croissance, concernent justement le domaine du textile, de l'habillement, mais aussi de la maroquinerie et de la bijouterie. Alors, mesdames, quel est justement votre regard pour faire un état de lieu de ce secteur? On va commencer par vous, Madame Tira. Justement, comment est-ce que vous voyez ce secteur? Le secteur de la mode, moi, je résume par le fait que c'est un potentiel. C'est un potentiel à développer. C'est un potentiel à considérer et à peut-être encadrer pour pouvoir donner l'opportunité que ça puisse s'éclore et que ça puisse donner quelque chose qu'on attend tous et qu'il puisse y avoir plusieurs personnes déjà que je sais qui sont passionnées, qui ont envie de faire ce métier-là, qui ont envie de rentrer dans ce secteur-là. Mais voilà, il y a plusieurs situations qui compliquent un petit peu les choses, mais en tout cas, c'est un potentiel. Le secteur, il y a un très, très grand potentiel qui est là. Potentiel aussi pour vous? Oui, comme on l'a vu dans le Grand Angle, je crois, l'UNESCO parle justement de la contribution des industries créatives à l'économie de l'Afrique. Et je crois que le secteur du textile et les industries créatives contribuent au PIB de l'Afrique. Ils sont au deuxième rang après l'agriculture. Donc je pense qu'il y a vraiment des marchés porteurs donc au niveau des différents secteurs de la mode. À savoir aussi qu'il y a une vingtaine d'années, l'Afrique était une source d'inspiration pour l'Occident. Et aujourd'hui, c'est devenu une tendance, donc avec des grands ambassadeurs, que ce soit dans la culture musicale, dans le cinéma, dans la photographie, et la mode n'échappe pas à ça. Donc je pense qu'au Mali, on a tout intérêt à développer ces filières-là, à la fois en investissant dans les infrastructures, en permettant aux marques de se développer et aussi d'être protégées par la certification. Et je pense que le véritable défi est surtout au niveau des matières premières. Nous, beaucoup d'entreprises qu'on accompagne, même si certaines essayent d'exploiter les matières premières ici, depuis malheureusement l'arrêt de la Comatex. Justement, on va en parler. Je vous propose justement d'en parler juste après ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le potentiel donc, du secteur de la mode en Afrique. On va avoir cette première infographie qui va nous amener justement à voir comment ce potentiel est évalué. Alors, dans cette première
dernière infographie dont la source n'est autre que l'UNESCO dont vous parliez à l'instant, on apprend qu'en 2020, le marché donc, de la mode, le marché de la mode était à 19 000 milliards de francs CFA. Il faut savoir que selon l'UNESCO, l'industrie de la mode est le deuxième secteur le plus important en Afrique après l'agriculture. Mesdames, messieurs, c'est dire que vous êtes quand on vous dit que vous êtes dans un secteur aussi important, déjà, qu'est-ce que ça vous fait? C'est quelque chose en tout cas que moi j'ai toujours prôné parce que même avant de me lancer dans ce secteur-là, j'ai énormément de difficultés à le faire parce que justement mes parents ne comprenaient pas pourquoi une fille intelligente comme moi qui peut faire plein de choses choisit d'être un tailleur. Donc une des phrases que je disais à ma mère, c'est qu'on est 7 milliards de personnes sur Terre, bientôt 8 milliards de personnes sur Terre. Tout le monde porte des vêtements le matin avant de sortir de sa maison. Ça peut paraître bête, mais voilà. Donc à partir de cet instant-là, je me dis il peut pas y avoir un secteur plus porteur parce que même l'agriculture, je me dis souvent les gens peuvent sortir sans manger. Personne ne saura. Mais il n'y a que des fous qui sortent, même les fous s'habillent. Même les fous, même les nouveaux-nés. Voilà, donc tout le monde porte des vêtements. Donc quand on est dans un secteur comme ça, forcément, il y a énormément de choses à faire. L'idée, c'est juste pourquoi on me choisira moi au lieu de l'autre. Je n'ai jamais pensé comme ça concernant le vêtement. Merci pour cette image. Oui. Hakim? Oui. En fait, je pense que ces chiffres-là, c'est réconfortant d'une part. Je pense que c'est des informations qu'on a tout intérêt, nous-mêmes acteurs de la mode, en fait, à vulgariser pour que les gens puissent enfin commencer à prendre au sérieux ce secteur-là. Même si on parle, par exemple, sur la réflexion de Namissa là-dessus, en fait, ça fait tout son sens. Donc, je pense que c'est des informations que nous devons vulgariser vis-à-vis même des politiques, des investisseurs et même des acteurs de la mode pour qu'eux-mêmes, d'une part, en fait, puissent prendre au sérieux et continuer un peu à aller au-delà même de l'aspect créatif, de l'aspect, en fait, qu'on voit sur la forme, de se dire, en fait, que je pratique un métier qui est porteur et qui peut contribuer à créer de l'économie et pour moi et pour ma communauté. L'UNESCO qui précise également que ce chiffre est en perpétuelle croissance. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas. On parle de 31 milliards de dollars, donc pour revenir, donc c'est 31 milliards de dollars US. Et donc, quand on essaie de convertir, on est à plus de 19 000 milliards de francs CFA. Nous, au Fassage, c'est vrai qu'on accompagne des entreprises, mais elles sont encore au niveau artisanal. Donc, si on veut soutenir la croissance de ces entreprises et les pousser à se développer et donc à se mettre à l'échelle et à développer des unités semi-industrielles, voire industrielles, il faut effectivement qu'il y ait plus d'investissement dans la transformation des matières premières locales. Parce que pour pouvoir être compétitives, nos entreprises ici, donc peut-être que Namissa pourra me rejoindre, il faut qu'elles puissent avoir accès à des matières premières de qualité, que ce soit depuis la transformation de la fibre au tissage en fait, et aux teintures. Du coup, il y a plusieurs défis aussi autour de ça parce qu'aujourd'hui, on subit aussi les changements climatiques. Donc, il y a tout ce qui est lié aux teintures, etc. Et je pense que des entreprises comme celle de Namissa ou celle que nous, on accompagne et qu'on essaye d'appuyer dans leur croissance doivent être aussi toujours très créatives, très rigoureux. Toujours innover. Pour donner envie aux gens d'acheter. Voilà, donc c'est beaucoup de challenges. Après, le Mali regorge de talents et de gens très déterminés et c'est un bonheur de pouvoir les accompagner. Vous êtes à chaque fois juste sur mes informations. Ici, j'ai même l'impression que vous piochez dans mes textes. Vous me tendez une fois de plus la perche pour justement regarder cette infographie qui va nous amener à parler cette fois-ci des matières premières. On sait que le Mali a été un temps premier pays producteur de coton en Afrique. Sachez que le Mali a perdu cette place lors de la dernière campagne cotonnière, celle de 2022-2023. Le Mali est désormais troisième en Afrique. Le premier n'est autre que le Bénin avec une production de 580 000 tonnes. Le Burkina Faso est deuxième avec une production de 405 000 tonnes. Et le Mali qui a eu une production de 370 000 tonnes est troisième
même si les perspectives sont bonnes. Sonamissa Atira, quand on dit que la production cotonnière a baissé comme ça, comment est-ce que ça se répercute sur votre travail? Ça se répercute dans le fait qu'on ne trouve pas de matière première pour travailler. Trouver le fil au Mali, c'est une des choses les plus difficiles pour les tisserands. Moi, j'ai un tisserand attitré et je travaille avec 4 autres sur toute l'année. Trouver des fils, souvent, on se rabat sur des fils du Burkina. En tout cas, toute l'année 2023, on prenait les fils du Burkina pour pouvoir faire le pain tissé. Voilà, exactement. Donc, au Mali, c'est très difficile d'avoir accès aux matières premières. Seulement au fil, c'est ça le principal le fil, c'est la base. Non, c'est à tous les niveaux, pratiquement. C'est à tous les niveaux, électricité, matières premières de manière générale. Le fil, comme on est en train de parler du coton, parce que le coton, l'utilisation du coton dans le textile, c'est à travers le fil. Du coup, nous, on prend le fil et on le transforme en tissu. C'est très difficile de s'en procurer. Alors, donc, quand on dit que le Mali est premier, deuxième ou troisième, en réalité... Ça ne change rien parce que, de toute façon, parce que dans la politique, je ne sais pas comment ça s'est installé, mais je sais qu'il n'y a que 2% du coton malien. Moins de 2% du coton malien, voilà, qui est transformé localement. Moi, je pense que comme beaucoup de secteurs, en fait, on n'a pas industrialisé la transformation. Donc, on exporte des matières premières, notamment le coton brut, donc sans valeur ajoutée. Et alors qu'on a beaucoup de jeunes au chômage, on a beaucoup de jeunes entreprises qui cherchent ces matières premières à transformer pour créer de la valeur ajoutée. Donc, je pense qu'au Mali, on a tout intérêt à soutenir davantage l'entrepreneuriat pour permettre à plusieurs unités, semi-industrielles ou industrielles, en fonction des besoins, d'exister, en fait. Ouais. Et sur ce plan également, moi, quand je vois ce classement-là, la question que je me pose, c'est que derrière ces chiffres-là, en fait, qu'est-ce que le Mali, en fait, il gagne au-delà de l'exportation? Est-ce qu'au final, si on valorisait et que le coton-là, en fait, sortait transformé, qu'est-ce que ça allait générer au final? Comparer justement ces deux chiffres-là, et là, je pense qu'à ce moment-là, on réaliserait l'importance et l'utilité en fait, de la valorisation de la matière avant de l'exporter. Sûrement qu'il y a un déphasage entre le potentiel et ce qui est pratiqué en ce moment. Parce que en fonction de l'utilisation, de l'intérêt que les gens accordent aujourd'hui à tout ce qui est made in Africa, aujourd'hui, si on voyait le potentiel réel de cette consommation, peut-être que ça changera. Mais tu me diras aussi, le Mali, c'est un pays foncièrement commerçant. Donc ça peut aussi... Ça peut porter un peu préjudice aussi à la transformation, au fait de valoriser la création, la production, qui aujourd'hui est un enjeu qui peut déranger le potentiel existant. Tout à l'heure, j'ai entendu dans le reportage quelqu'un dire, je crois que c'était une créatrice comme vous, dire que sa principale difficulté, au-delà de ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est la main-d'œuvre qui ne serait pas voilà, assez outillée, qualifiée. Ouais. Vous en pensez quoi? Ça va de soi parce qu'aujourd'hui... on n'a pas de bons tisserands, on n'a pas de bons artisans. On a des bons tisserands par contre. On a des bons tisserands, mais si le secteur n'est pas valorisé. J'ai entendu dans le reportage quand les gens parlent de c'est cher et tout ça, ça rejoint la même chose. On est dans un secteur où il faut que les gens considèrent les personnes derrière ça comme des êtres humains qui sont en train de travailler, qui gagnent leur vie. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, si ce n'est pas valorisé, si on veut piétiner le droit des personnes qui travaillent dans ce secteur, si on a envie d'étrangler les talents,
le secteur forcément ne sera pas valorisé parce que les jeunes ne vont pas se bousculer pour être un tisserand s'ils voient qu'un tisserand vit difficilement, arrive à joindre les deux bouts. Les jeunes ne vont pas se précipiter pour être un tailleur s'ils voient qu'un tailleur, il gagne des misères. Donc moi, je pense que, moi en tout cas, c'est ma politique et c'est le point de combat que j'ai trouvé, c'est dans ce métier-là, de valoriser les personnes qui travaillent avec moi, qui puissent vivre de leur travail. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Le reste, ça va suivre, parce que le reste, ça va suivre, ça va de soi. Mais le jour qu'on va valoriser les métiers de la mode, le jour que les jeunes verront qu'ils peuvent gagner leur vie en faisant ces métiers-là, ce jour-là, ils vont s'y intéresser et des potentiels vont pouvoir éclore et des gens vont avoir de vraies compétences et rechercher parce qu'ils savent que derrière, ils pourront réellement utiliser leurs compétences pour gagner leur vie. Oui, et pour revenir à la question des ressources humaines, c'est aussi la question de la formation professionnelle. Donc, le secteur de la mode, c'est d'abord un secteur de l'artisanat d'art, c'est des métiers d'art. Dans l'industrie du luxe, notamment, on va faire appel à des savoir-faire très précis. Et ça mériterait au Mali, parce qu'on a une quantité d'artisans, d'être encouragés, que ce soit dans le design textile, mais également dans la mode, dans le design mobilier, etc. Et la bijouterie, la maroquinerie, en fait. Surtout qu'on possède beaucoup de cuir aussi ici au Mali, donc il y a beaucoup de métiers qui sont possibles de développer dans ce secteur-là. Et à ce niveau, on n'a pas d'école de mode, à ce que je sache. Je veux dire une école formelle, bien construite, c'est ça? Non. À ce jour, tout ce que nous avons sur le marché, c'est des centres de formation en coupe et en couture. Donc, ce qui ne résout en fait pas du tout le problème, parce que déjà, pour faire de la mode, normalement, en fait les écoles de mode font partie des écoles les plus chères normalement, compte tenu de l'offre et du contenu en fait de la formation dans le domaine de la mode. Et l'autre souci en fait ici au Mali, c'est que je dirais dès le début en fait de la création de ce centre de formation là, le métier n'étant pas valorisé, ce qui fait que finalement ces centres n'accueillent que des étudiants qui ont d'une part peut-être qui n'ont pas pu suivre les cours, qui n'ont pas eu le DF ou le baccalauréat, qui sont déscolarisés. Donc, en fait, dans la conception et dans la pensée populaire, c'est « Ah, si tu fais rien à la maison, va faire de la couture. » Donc, ce qui fait qu'en fait, tous ces actes-là, en fait, ont contribué à dénigrer, en fait, l'image du métier. Et dans ces centres-là, malheureusement, tous ceux qui passent par des centres, au final, on en croise rarement qui sont en activité. Ce qui pose en fait le problème de ressources humaines au sein de toutes les maisons de création, ce qui fait que les maisons se retrouvent en train de faire appel à des Sénégalais, à des Ivoiriens, à des Nigérians, parce que sur place, il n'y a pas de couturiers qualifiés avec toutes les compétences pour répondre aux besoins des marques et des labels. Avec toutes les difficultés que vous avez citées tout à l'heure, je m'adresse à vous, Madame Sow. On remarque que certains créent leur marque, se battent pour créer leur marque, donnent même vie, j'ai envie de dire, à leur marque parce que la marque devient internationalement reconnue pour certains. Et il y a d'autres qui s'amusent à simplement contrefaire cette marque, à reproduire la marque de manière frauduleuse. Rassurez-moi, vous n'êtes pas victime de ça. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas victime. C'est une évidence. Vous êtes victime. Oui, absolument. Alors, à ce niveau, comment est-ce que ça se passe? Vous n'avez pas protégé votre marque, vous n'avez pas protégé, ou bien ça ne freine personne? Si, j'ai protégé le nom Ikalouk. En termes de protection au niveau textile, au niveau de la mode en général, c'est très, très difficile parce que quand on dépose un design, déjà ça coûte cher. Et par exemple, quand moi je fais une collection, la collection elle contient pas moins de 15 pièces, 15 looks. Pour chacun des looks, si on doit les protéger déjà, ça va coûter extrêmement cher. En plus du fait que ça ne protège pas tant que ça, parce que à partir du moment où on a un petit un petit détail en plus qui ne change pas l'aspect général au final, mais
que c'est un détail au final qui viendra changer les choses pour la personne qui veut copier, c'est ça? Oui, le détail en fait ne signifiera pas grand-chose parce que ça ne change pas l'aspect général. Le rendu. Mais le brevet, du coup, aura du mal à être valide avec ce petit détail-là parce que c'est pas conforme. À partir du moment où c'est pas conforme, même si l'esprit est là, l'aspect est là, tout rappelle la création. C'est pour ça, par exemple, que vous allez voir des Chinois qui ont copié pendant des années Vlisco. C'est pour ça on a beaucoup des grandes marques de maroquinerie, des sacs et tout ça qui sont copiés à longueur de journée parce qu'au final... on change juste une lettre, par exemple. Une lettre, quelque chose, un petit détail finalement qui ne change pas grand-chose. D'Adidas, on devient Adadas. Mais par contre, là où c'est très, très important de protéger sa marque, c'est le nom. On va suivre ce point de vue qui revient en détail sur ce que vous venez de dire, non seulement la nécessité de protéger sa marque, mais surtout pourquoi. Regardez. Nous sommes membres de l'espace OAPI qui regroupe 17 États membres. Si vous regardez, nous sommes entourés par les 8 États de l'IEMOA et ceux de l'IDEAC. Donc dès que vous déposez en République du Mali, automatiquement vous avez une protection dans les 17 États membres. Et l'OAPI ne délivre qu'un seul titre. Il n'y a pas de titre qui existe avec le titre de l'OAPI. Donc pour protéger sa marque d'abord, c'est un coût moyen de 360 000 francs CFA qui vous donne la protection dans 17 États membres pour une durée de 10 ans, renouvelable tous les 10 ans. Donc cela veut dire que vous voyez que le coût, en divisant les 360 000 francs CFA pour une classe, vous avez la protection dans 17 pays membres. Donc le coût est moindre par rapport au pays que vous allez couvrir par votre marque. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un industriel ou quelqu'un de la mode qui fait de la mode, il a une classe à protéger pour les 360 000. Vous savez, il y a les accessoires de la mode, la parfumerie, vous avez les crochets, les boutons, les chaussures. Donc ceux-ci-là ne sont pas arrangés dans la même classe. Par exemple, si vous prenez les parfums, ça c'est la classe 3. Donc quelqu'un qui a une marque pour 3 produits de classe, il paye 360 000 et il paye 150 000 francs pour chaque classe supplémentaire parce qu'il a 2 classes. Les autres classes, c'est les sacs et les parfums. Donc les parfums sont dans la classe 3. Donc vous voyez que ça varie en fonction des classes que vous sollicitez. Maintenant, quant au DMI, les DMI pour le dessin, pour le dépôt simple, quand vous prenez, parce que c'est par compartiment, quand vous prenez l'ensemble, vous avez l'aspect visuel. Mais s'il y a des côtés qui méritent d'être protégés aussi, vous le prenez tout compte fait de 1 à 5 dessins, vous payez 80 000 francs CFA, ça on dit c'est le dépôt simple. Maintenant, si vous êtes de 1 à 100 dessins pour le même ensemble, par exemple, vous prenez un sac à main d'une dame, il peut y avoir plusieurs compartiments dans le sac. Et tous les caractères apparents de ce sac sont protégeables. Donc, vous voyez, si vous prenez la corde par laquelle vous tenez, le sac peut être protégé. Le dessous, les côtés, les angles, s'il y a d'autres compartiments encore qu'on voit qui sont des pochettes que vous ouvrez, donc vous faites l'image pour la protection, là vous êtes obligé maintenant d'aller vers le dépôt multiple, là ça va vous coûter 115 000. Maintenant pour le non commercial dont je dis, là vous savez pour la personne physique, il vous faut juste 10 000 francs. Pour la personne morale, 20 000 francs. Et tout ça là pour une protection de 10 ans pour le non commercial. C'est le seul titre au monde qui peut être protégé soit sur le plan du droit d'auteur ou soit sur le plan de la propriété industrielle. Donc les DMI ont une durée de vie de 5 ans renouvelable 2 fois, cela veut dire 15 ans. Une fois les 15 ans terminés, ce n'est plus protégé par le droit des DMI. Donc ça tombe ipso facto dans le domaine public. Mais les autres là sont renouvelables tous les 10 ans. 160 000 francs CFA pour protéger sa marque et de 1 à 5 au niveau des DMI, c'est 80 000 francs CFA et 100, ça augmente bien entendu. Tout à l'heure, pendant que l'élément passait, je vous ai vu, vous étiez un peu dubitative quand on expliquait, quand on expliquait qu'il fallait, à chaque fois qu'il y a un détail, il fallait vraiment en tenir compte. Oui, c'est exactement ça. C'est quand on a une collection de 15 à 20 pièces et qu'on a énormément de détails par habit. On peut en avoir 5 comme ça de caractéristiques qu'on crée, des détails, des empiècements, des positionnements de tissus et tout ça. Après, ça peut revenir extrêmement cher. Donc, c'est un budget. C'est exactement ça, parce que c'est quand même le choix de la facilité, j'ai envie de dire. Et d'où la nécessité maintenant pour les marques de proposer en fait au-delà du vêtement.
C'est-à-dire à se créer des univers, à avoir un storytelling viable. Mais ça ne règle pas le problème, j'ai envie de vous dire. Ça ne règle pas, mais il y a quand même une clientèle qui restera sensible à l'univers de la marque et qui restera sensible en fait au message que la marque porte. Mais en fait, surtout dans un petit secteur en fait, en termes de marque comme Bamako, c'est quand même un gros fléau qui tue en fait énormément d'heures de travail, énormément d'heures de réflexion, beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement. Le chiffre d'affaires mondial du marché de l'habillement, on parle de 980 billions, pour ne pas dire 1000 milliards, donc pour que vous compreniez. Donc on parle de 980 000 milliards de francs CFA en 2019 dans le monde. En 2020, ce chiffre était de 860 000 milliards de francs CFA. En 2023, on a atteint 1 million de milliards de francs CFA, soit 1 billiard de francs CFA. Le marché mondial, c'est pour dire que c'est un marché qui est très dynamique pour des raisons que vous avez évoquées. Tout le monde porte des vêtements, mais c'est vrai qu'on ne dispose pas des chiffres au Mali. Mais ramener au Mali, comment est-ce que vous voyez justement, je vois déjà sourire, comment justement est-ce que ce dynamisme du marché se traduit? Les Maliennes aiment s'habiller. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le bazin a eu tout ce succès-là au monde. Le Malien, aujourd'hui, je pense dans la consommation, je ne sais pas combien % est accordé. Donc les gens aiment l'habillement, ils absolument. peuvent dépenser, voilà. Oui. Même si tout à l'heure, il y a une dame qui disait, il y a même deux dames, l'une a dit, mais l'autre a contredit, l'une a dit que c'était cher, l'autre a dit que ce n'est pas cher, d'autant plus qu'il y a des matières premières qui sont relativement, qui coûtent un peu cher. Marie, vous avez dit quelque chose? Je pense que, bon, après c'est vrai qu'on a parlé de tout ce qui était copie de vêtements, etc. Mais je pense que les femmes, notamment au Mali, d'ailleurs les hommes aussi, pour chaque événement, chaque mariage, chaque baptême, on se fait tailler un nouveau vêtement ou on achète un nouveau vêtement. Donc je pense que il y a un marché. Ça joue sur la dynamique du marché, c'est ce qu'on dit. Je pense qu'il y a un marché au Mali et je pense même que pendant la Covid, ce marché-là, et au niveau mondial, l'industrie textile n'a pas subi du tout les effets du Covid parce que c'est d'ailleurs, je crois, l'une des seules industries qui a fait plus de chiffre d'affaires que les années précédentes. Les gens s'habillaient pour rester chez eux confinés. C'est aussi dans ces chiffres-là, je pense qu'il faut aussi voir l'apport de l'industrie du luxe qui n'est pas négligeable pour les grandes maisons Dior, Louis Vuitton, etc. Et ensuite, il y a la fast fashion, donc tout ce qui est, va être des copies produits en Chine à des coûts très bas, à consommer rapidement jeter, rapidement racheter. À Kimsou, je vous donne la parole, mais pour revenir vers vous, Madame So, Namisatira, sans vous faire offense, vous êtes très loin de ces chiffres-là pour le moment, mais il faut reconnaître qu'au niveau du Mali, votre marque est quand même bien implantée. Est-ce que tout à l'heure on parlait de contrefaire les marques, enfin les vêtements, les créations des autres. Est-ce que la solution ne serait pas justement d'avoir des boutiques un peu partout où des gens savent que quand on veut acheter telle marque, c'est telle boutique, comme ça se fait d'ailleurs ailleurs c'est des concept stores. Je ne pense pas que ça peut peut-être avoir un impact, mais je pense, Bamako n'est pas si grand que ça au final. On propose des livraisons. Je pense que en fait, c'est un choix c'est un marché. À partir du moment où on crée un produit, après, si d'autres reprennent, c'est la loi du marché, c'est l'offre et la demande. À partir du moment où on arrive à créer un lien avec les personnes qui sont sensibles, comme Hakim il a si bien dit tout à l'heure, ces personnes-là vous choisiront envers et contre tout. Aujourd'hui, moi, j'ai une grande partie de ma clientèle qui me défend, qui sont touchés, que ça leur fait extrêmement mal de voir des copies de ce que je fais. Ça leur fait même beaucoup plus mal que moi, parce que au final, voilà,
Et ils dépensent une fortune pour acheter peut-être. Il y a ça, il y a aussi le côté injuste. Il y a le côté injuste parce que je travaille très dur et j'essaie vraiment d'amener quelque chose qui a non seulement une valeur ajoutée, une valeur économique et qui a une valeur aussi en termes d'image et de valorisation même de mon pays. Et je pense que beaucoup de personnes sont sensibles pour ce travail-là. Et le fait de voir d'autres personnes venir comme ça, balayer comme ça d'un coup de revers, je pense que le côté injustice aussi peut déranger beaucoup de personnes. Hakim? Moi, j'aimerais quand même revenir peut-être sur l'aspect coût. En fait, après les deux interventions, parce que je ne suis pas d'accord sur le fait que le marché n'est pas forcément accessible en termes de coût. Par exemple, si je prends par exemple le cas typique, par exemple, d'un dimanche à Bamako, une femme malienne peut investir jusqu'à 250 000 dans un ensemble en bazin. Mais par là contre, encore, il faut voir de qui on parle. Est-ce que le Malien moyen non, peut justement en fait, même le Malien moyen va quand même tout faire pour s'offrir un ensemble bazin. À 40-50 000 minimum. Mais par contre, dès qu'on rentre dans un autre aspect en fait, de la création, marque, de vêtements, en fait, ils se font ce blocage-là. Ça, c'est un premier fait. Mais le deuxième aussi, si je regarde ces chiffres-là et que j'essaie de penser à la place du Mali, il y a ce qui me ramène au défi aussi, en fait, de l'inventivité et de la créativité. C'est-à-dire, en fait, que nous avons intérêt aujourd'hui, en fait, en termes de création, de proposer des articles et des produits qui répondent à des standards internationaux, ce qui feront que nos artisans et nos créateurs vont commencer à s'exporter. Par exemple, si on prend un exemple sur un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, énormément de créateurs là-bas arrivent en fait à exister, arrivent à proposer beaucoup de produits qui répondent aux standards en termes de qualité, en termes de matière et tout. Et malheureusement, ici au Mali, nous avons énormément de talents, par exemple, dans le monde de l'artisanat, mais il y a aussi le souci en fait, de transmission. Il y a plein de métiers qui vont disparaître au Mali. En fait, c'est triste à dire. Il y a plein de métiers dans l'artisanat qui vont disparaître parce qu'on n'a pas réussi à créer, en fait, à valoriser ces métiers-là, mais aussi à créer une politique qui va en fait, encourager la retransmission, valoriser ces savoir-faire-là et aussi pouvoir les adapter à la demande. Si par exemple, on fait un tour dans le marché de l'artisanat au Mali, on retrouvera les mêmes produits qu'il y avait en fait il y a 50 ans, ou il y a 30 ou il y a 40 ans. Ce n'est pas la demande qui fait ça? Ce n'est pas forcément adapté. Moi, je ne pense pas que ce soit la demande. Voilà. Je pense que pour rejoindre Hakim, parce que tout à l'heure, on parlait des défis et des différents types d'investissements qu'il faudrait. Il y a effectivement aussi investir dans l'innovation, donc dans des équipements innovants et des outillages aussi innovants qui correspondent justement à ces normes-là. Pour connaître certaines personnes qui évoluent dans le secteur de la mode en France, les outils dont ils disposent ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, sans parler aussi de l'accès à l'électricité. Et ça joue sur la production, la qualité de la production, j'allais dire? Oui, déjà sur les finitions, je pense qu'une marque comme Iqaluq, ce qui fait aussi sa valeur, et là où elle peut continuer à se positionner par rapport à une concurrence déloyale, donc celle qui la copie, c'est que la qualité des coutures est indéniable. Donc ça, c'est un aspect. Pour pouvoir exporter, il faut pouvoir produire en quantité et il faut produire en qualité aussi, en termes de finition, des coutures, des assemblages, etc. Et on n'a pas, au Mali, je ne crois pas, d'unité suffisamment équipée pour pouvoir prétendre à Vous parliez tout à l'heure des ambassadeurs de la mode, vous parliez des Ivoiriens, des Maliens. Justement, nous avions prévu d'avoir une ambassadrice de la mode malienne. Il s'agit de Marietou Diko. Malheureusement, pour des raisons d'agenda, elle n'a pu être avec nous. Elle prépare actuellement un événement à Barcelone qu'on salue, donc on la salue. Donc nous allons poursuivre en regardant cette autre infographie. On parle d'une valeur marchande de 2022-2023 de 510 000 milliards de francs CFA, donc 510 000 billions, pour remettre ça comme ça, en termes de vente en ligne.
Ça, c'est seulement les ventes en ligne donc en 2022-2023, donc 510 000 milliards de francs CFA. En termes de vente de vêtements de seconde main, en 2022-2023, le chiffre était de 110 000 milliards de francs CFA ou billions, c'est cela. Donc 4,3% de part pour le secteur de la mode durable, donc ceux qui sont dans des vêtements qui respectent l'environnement, c'est ça? La mode durable, c'est quoi? Des vêtements qui respectent l'environnement, c'est-à-dire aussi qu'il y a le moins de gâchis possible. D'accord. Parce qu'il faut dire, on ne l'a pas dit, et c'est vrai que ce n'est pas l'objet de notre débat aujourd'hui, la mode, le secteur de la mode est un secteur qui pollue beaucoup. Énormément. Oui. Donc, je dis, c'est des vêtements qui durent, à la production aussi, le moins de déchets possible. Au niveau de la teinture aussi, pareil, un environnement assez construit pour pouvoir protéger un minimum le sol et comment on dit, entretenir les déchets de teinture pour que ça ne salisse pas. C'est une spécialisation? C'est-à-dire tout le monde peut le faire, n'importe qui, ou bien c'est des gens qui se spécialisent pour faire. Quelqu'un dit, moi je deviens créatrice par exemple dans le secteur du développement durable. Comment ça se passe à ce niveau? Je pense que c'est une question de sensibilité. Moi en tout cas à mon niveau, on essaie vraiment de capitaliser sur absolument, il y a très peu de déchets chez nous. On en fait des foulards, on en fait des... Donc il y a toujours matière à en faire quelque chose? Absolument. On prend les tissus, même les chutes, après on les fait tisser et on fait une collection à partir des déchets qu'on produit en termes de matière. Hakim? Je pense que même au-delà même de l'aspect protection de l'environnement, quand on parle de mode durable, je pense qu'on peut aller même jusqu'au niveau du traitement même de l'humain dans les maisons. C'est pour ça que souvent on a même des scandales dans les pays asiatiques parce que justement c'est des pays qui sont connus un peu pour pas forcément respecter les valeurs humaines en termes de production. Et disons que c'est question de politique et de sensibilité, comme Namissa l'a dit, que les marques maintenant s'y intéressent, on va dire. En fait, chaque marque essaie vraiment d'avoir cette politique-là, de penser à l'environnement, de penser à l'humain. Je pense qu'au Mali, on est encore un peu loin de ce sujet. Non, mais en dehors de la production, en fait, de la matière première, c'est en fait ce qui fait la grande contribution de l'industrie de la mode à la pollution, c'est l'import-export des matières premières notamment, en fait. Donc nous-mêmes, quand on entend les jeunes entrepreneurs et créateurs dire qu'ils doivent importer leurs matières premières pour créer, alors qu'on fabrique ici le coton, bon, déjà on peut répondre à une partie du problème en transformant davantage de coton sur place et développer ces circuits courts en fait dans la chaîne de valeur. Peut-on vivre du fruit de son travail, notamment ceux qui évoluent dans le secteur de la mode? Nous allons donc continuer à en parler dans une poignée de secondes. Rebonsoir et merci de suivre Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème ce soir porte sur la question « À quand une industrie de la mode malienne ?» Pour en discuter, je suis en compagnie de plusieurs invités, dont Madame So Namissa Atira, promotrice de la marque Ikaloup. J'ai également le plaisir d'être avec Madame Marie Doussou Sangaré, chargée de communication au Fonds d'appui à la création d'entreprise. Notre invité principal ce soir est Monsieur Ibrahim Guindo, dit Hakim Soul. Donc, il est le manager de AS Agency, donc une structure qui accompagne les entreprises, le secteur de la culture dans l'organisation des événements notamment. Merci d'être donc resté sur le plateau pour cette seconde partie. Je vous invite à suivre donc à regarder cette autre donnée qui va nous amener cette fois-ci à parler de la construction
construction de 2 unités de filature au Mali. Le Mali compte se lancer dans la construction de 2 unités. D'ailleurs, la construction a débuté. Il s'agit donc d'une société au nom de Société malienne de filature. Donc, le coût de construction de cette société est de 220 milliards de francs CFA. Il s'agit en fait de 2 entreprises qui seront installées, l'une à Koutiala, l'autre à Bamako. Et les partenaires de ce projet-là, il s'agit bien sûr de l'État malien à travers la CMDT et une entreprise chinoise. La capacité totale de transformation du fil de l'entreprise est de 45 000 tonnes donc, de fil de coton. On parle également d'un capital de Somafil, c'est le nom de l'entreprise, à hauteur de 200 millions de francs CFA. L'État malien détient 85% de l'entreprise. Mesdames, messieurs, c'est ce genre d'initiative qui va permettre de résorber ce que vous disiez tout à l'heure, la difficulté pour avoir la matière première. En tout cas, c'est un très bon début. C'est un très bon début et ça réconforte dans le fait qu'au moins il y a des actions qui sont faites. Peut-être il y a une prise de conscience qui a été faite. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Marie-Doussou Sangaré, on sait que le Mali, ce n'est pas son premier projet. Le Mali a commencé, vous aviez même commencé à en parler lors de la première partie. Le Mali a, pas avait, mais a la Comatex. La Comatex qui joue justement ce rôle. La Comatex, justement, qui, on va voir cette autre donnée, qui nous amène à parler de la restructuration de la compagnie malienne des textiles Comatex, qui a bénéficié de 6 milliards de francs CFA pour sa relance. Donc, c'est l'État qui octroie à cette entreprise de 6 milliards pour relancer les activités, parce que les activités étaient au ralenti depuis un moment. Là aussi, ça va peut-être inciter beaucoup plus de jeunes à entreprendre dans ce secteur. Je pense que c'est une partie du problème, effectivement, qui est résolue. Maintenant, à voir à quoi est destinée la production. Est-ce que dans la production sera pris en compte les besoins aussi des entrepreneurs, créateurs, des stylistes, etc. Et là, il faut vraiment une écoute parce que ce sont eux qui vont utiliser ce textile pour en faire des créations. Donc, il faut qu'il y ait vraiment cette synergie. Il me semble qu'à Ségou, il y a aussi un centre de formation et de développement lié à l'industrie textile qui commençait justement à développer des outils pour innover un petit peu dans le secteur. Donc, on espère que oui, ça avancera. CMDT qui récolte, qui collecte le coton, Comatex pour la transformation filaire, avec les 2 autres entreprises. Là, vous n'aurez plus d'excuses, je pense particulièrement à vous, Hakim Soul. Le but de quelque chose, mais après, à mon sens, il faudra aller au-delà de ces investissements-là et avoir une politique intégrée qui prend en compte en fait toute l'utilisation de ce coton, de ces fils en fait, après les investissements. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, j'ai eu à échanger avec un spécialiste du domaine qui justement était dans la transformation, mais qui disait au final que même pratiquement tout le fil transporté est aussi vendu à l'international, ce qui fait qu'il y a peu de quantité qui revient aux unités de transformation artisanale et aussi aux créateurs. Je vous invite à regarder ce cas d'école qui va nous amener à parler du Centre de développement textile. À tout à l'heure. Le CDAT, c'est le Centre de développement de l'artisanat textile qui a été créé en février 2012 par les plus hautes autorités du pays. Et quand le CDAT a été créé, sa mission première, c'est de promouvoir la transformation artisanale des matières premières, les matières textiles localement produites au Mali, notamment le coton, la laine de mouton et les fibres de dents. Nous évoluons beaucoup avec le coton parce que c'est le coton que nous cultivons beaucoup dans notre pays. Nous travaillons sur la filature, nous travaillons sur le tissage, la teinture et la confection.
Ici, nous travaillons sur deux qualités de fil. Donc, la première qualité, ça c'est le fil industriel. Donc, c'est le fil 40/2. C'est le fil numérométrique. Qu'il ait des centres de tissage dans chaque quartier, des centres de filature dans chaque quartier. C'est ce qui va permettre de régler ce problème et faire en sorte que le Mali franchisse le pas et devienne un pays où la mode, le secteur de la mode est vraiment valorisé et industrialisé. Ça ne sera pas industrialisé comme ça, mais au moins, ça sera un début. Ça, c'est le modèle du Burkina et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des centres de tissage un petit peu partout. Il y a des femmes qui sont dans leur maison, qui ont des métiers à tisser, du coup, qui travaillent de leur maison. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font. Ce qui fait qu'il y a une quantité minimum quand même qui est produite, contrairement à ici, et qui arrive aujourd'hui pratiquement à suffire à une certaine demande au Burkina, même qu'ils arrivent à l'exporter. Donc oui, c'est pas industrialisé comme ça, mais au moins ça fait une opportunité en tout cas de production ou de disponibilité de matières premières aux personnes qui sont dans le secteur. Et après cette étape du coup en fait de la production de matières premières arrive à l'étape en fait où les produits qui vont résulter de cette matière première doivent répondre aux tendances de consommation actuelles. La fameuse innovation dont Marie Sangaï parlait tout à l'heure, innover, s'adapter aux réalités actuelles. À la demande parce qu'en fait, par exemple, au Burkina, il y a eu toute une politique de valorisation de ce textile-là par les artistes, par les politiques même. Et ici, pour que le Malien lambda même puisse porter une chemise faite à base de textile made in Mali, il faut que la chemise puisse rentrer en fait dans ces standards. Il faut que dans la couture, parce que ce ne soit pas forcément un tissu beaucoup trop lourd, dans le style, dans la matière. Donc il y a toutes ces questions-là en fait auxquelles il faut répondre au-delà des unités de transformation dans tous les quartiers. C'est une fois transformé, qui va les mettre en valeur.
Donc, nous, au niveau du FACEJ, c'est vrai qu'on accompagne quelques entreprises qui sont au début de la chaîne, donc dans la transformation, donc des femmes qui assurent le tissage pour revendre ensuite à des créateurs. On a aussi d'autres qui sont dans la seconde étape de teinture, par le Bogolan notamment. Je pense que créer des unités dans chaque quartier, je ne sais pas, mais plutôt assurer l'accompagnement de certaines entreprises qui vont être en mesure de transformer en réponse aux besoins en fait des créateurs. Donc c'est pour ça qu'on parle de... C'est beaucoup plus facile parce que ces entreprises sont déjà implantées, elles sont déjà là, c'est ça? Oui, ou même d'autres. Enfin, si des jeunes souhaitent entreprendre dans ce domaine-là, sans forcément devenir créateurs, mais savoir que les créateurs d'aujourd'hui ont besoin en fait de cette étape entre le coton brut et le produit qui va être eux leur matière première pour travailler. Et du coup, de vraiment travailler sur cette synergie. Hakim parlait de politique intégrée, c'est-à-dire de penser à tous les acteurs de la filière, de la chaîne, jusqu'au marketing, jusqu'à la photographie. Totalement. Donc voilà. Alors Hakim, je reviens vers vous. Justement, on parlait tout à l'heure de l'organisation de ce secteur, des défis, des enjeux. Et quand on a des artistes, je vous appelle comme ça, quand on a des artistes, des créateurs qui mettent chaque jour ou chaque mois, en tout cas qui produisent des marques, il faut aussi valoriser ces créations-là. Ouais. D'où votre initiative, Mali Mocho? Avant de créer ce concept-là, en fait, on est parti du constat, d'une part, en fait, parce qu'il n'y avait pas de plateforme, ou en tout cas qui s'attelait à fédérer et à mettre en avant les acteurs du secteur. Donc il n'y avait pas de plateforme en termes d'événements, de formation et tout. En tout cas, il y en avait peu. Donc nous nous sommes dit en fait, et compte tenu de nos passions aussi, qu'on allait faire de ce créneau en fait notre mission. C'est-à-dire créer des espaces de rencontres, de promotion, de valorisation qui permettent d'une part de réunir tous les acteurs en fait du secteur, parce que le Mali Mode Show, ce n'est pas forcément que des créateurs, c'est des créateurs, c'est des mannequins, c'est des photographes de mode, c'est des maquilleurs, c'est des coiffeurs, tous ces artistes-là. Donc ce qui fait qu'eux aussi, ils ont l'occasion de confronter leur création à un public à travers les défilés, mais aussi de pouvoir savoir ce que l'autre fait, confronter les différentes pratiques de création artistique et pouvoir faire du réseautage, montrer ce qu'ils ont, montrer ce qu'ils savent faire et pouvoir vendre et proposer à la clientèle. Alors, quelles sont les innovations de cette nouvelle édition? La première grande innovation, c'est le format même de l'événement, parce qu'il faut savoir qu'au début, nous étions sur un seul week-end. Donc, le format actuel de l'événement, c'est que c'est carrément devenu une semaine de la mode, un festival qui essaie aussi de proposer différents types d'activités dans le domaine de la mode, pas forcément les défilés, en intégrant par exemple une exposition d'art et mode, en intégrant aussi des ventes privées pour que les designers puissent vendre, et en offrant aussi des plateformes de réseautage telles que des after-work qui font que les acteurs en fait de la mode partent aussi à la rencontre de d'autres personnes, pas forcément issues du domaine de la mode, pour justement mettre en avant leur savoir-faire et leur entreprise. Je ne trahis pas un secret en disant que vous êtes aussi engagé dans cet événement. C'est une aubaine pour nous, comme j'ai l'habitude de dire, c'est notre fête de l'année, parce que avoir un événement de mode de cette envergure-là, de cette qualité-là, ça manquait énormément. Et c'est une initiative extraordinaire et c'est à soutenir. Et merci beaucoup à Hakim de nous avoir concocté un événement aussi qualitatif, aussi diversifié. Et c'est un grand support aussi, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour nous-mêmes. C'est une vitrine aussi pour montrer aussi aux autres qu'on peut avoir des événements comme ça au Mali aussi, parce que dans la sous-région, il y a des Fashion Week qui sont quand même un peu plus... qui sont là depuis des années, et c'est très bien que nous aussi, on puisse avoir
notre Fashion Week. C'est le genre d'événement qui donne aux jeunes qui veulent peut-être entreprendre dans ce secteur de les booster. C'est ce genre d'événement qui booste les gens. Ce qui est très intéressant avec le Mali Mode Show, parce que je suis un peu l'évolution, c'est que il y a eu aussi les journées de la mode, de la création. Donc au-delà des défilés, qui est un peu l'aboutissement, ou en tout cas par excellence l'événement de visibilité, il y a effectivement la mise en valeur de tous les métiers qui sont liés à ce secteur, et donc aussi des entreprises, parce que les créateurs, les artistes, comme vous avez dit tout à l'heure, ne sont plus seulement des artistes ou des créateurs, ils sont aussi des chefs d'entreprise. Et ça, c'est important aussi de prévoir des événements de réseautage avec des investisseurs potentiels, avec les clients. Donc il y a vraiment tout... C'est un événement d'entrepreneuriat quelque part un petit peu à côté du côté créatif, festif, voilà. Marie-Doussou Sangaré, gardez la parole. Le FACEJ, le Fonds d'appui à la création d'entreprises, organise aussi un événement là en novembre, là, fin novembre, qui va permettre justement de valoriser là aussi les entrepreneurs que vous accompagnez, c'est ça? Oui, donc depuis 3 ans maintenant, on organise le FACEJ Chougou. C'est la foire des jeunes entrepreneurs du Mali qui est destinée à mettre en valeur un peu les résultats du FACEJ et notamment promouvoir les entreprises qu'on a financées. Donc aujourd'hui, on est à 1700 entreprises financées dans plusieurs régions du Mali. On ne peut pas présenter tout le monde, donc on a une sélection de 200 entreprises de nos zones d'intervention, donc à Bamako, Koulikoro, Kita, Mopti, Ségou, Sikasso. Malheureusement, on ne pourra pas faire venir les entrepreneurs de Tombouctou pour cette édition en raison de la situation sécuritaire. Donc dans divers domaines, la transformation agroalimentaire, l'éthique et l'artisanat. Donc on aura aussi plusieurs exposants qui sont inscrits dans ce secteur-là de la mode. Alors, mesdames, messieurs, on arrive au terme de cette émission qui porte sur donc, le secteur de la mode. Un rapide tour de table avant de dire au revoir à nos téléspectateurs. Je vais commencer par vous, Marie-Doussou. On espère qu'il y aura de plus en plus d'initiatives portées par des jeunes, cette génération-là, donc de 18 à 40 ans, qui a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, beaucoup d'idées aussi et de solutions à apporter au pays pour développer l'économie locale. Et ça, je pense que ça passe vraiment par des personnes qui entreprennent et qui sont créatifs. Je vous pose à tous les trois la question de cette émission, qui était d'ailleurs le thème. À quand une industrie de la mode malienne? On va commencer par vous et terminer par Hakim. À jamais? Ou bientôt? Je pense que il faut les préalables? C'est une synergie d'acteurs. Nous, au niveau du FACEJ, là, on est en fin de phase de la première phase, mais il y a une seconde phase qui se formule, dont une des recommandations est d'être moins sur une approche quantitative, mais plus qualitative, et justement d'accompagner des entreprises de tous les secteurs qu'on a pu financer dans leur mise à l'échelle ou dans leur croissance. Donc, d'ailleurs, au FACEJ Chougou, on a un panel qu'on organise sur comment maintenir les entreprises et assurer leur croissance, particulièrement dans ce contexte malien qui est marqué par les crises. Disons-le, est particulier, aujourd'hui, la crise de l'énergie aussi qui est très importante pour tous les types d'industries et d'entreprises. Donc oui, c'est ça, c'est de continuer à soutenir les entrepreneurs, parce que c'est une réponse en fait, c'est une clé. L'entrepreneuriat des jeunes est une clé pour un avenir durable et prospère en Mali en fait. Donc voilà. Madame Sow, Namissa Tira, à quand une industrie de la mode au Mali? Vous évoluez dans le secteur depuis près d'une dizaine d'années. Vous connaissez les défis, les enjeux et même les perspectives de ce secteur. Est-ce que, en tant que créatrice, vous êtes optimiste? Je suis optimiste. C'est très difficile. Ça ne sera pas forcément à la portée de tout le monde, mais il y a le potentiel, comme j'ai dit depuis le début, le potentiel est là. Et tous les jeunes qui ont envie de créer leur marque, qui ont envie de travailler dans ce secteur-là,
avec tous les chiffres que vous avez cités tout le long de l'événement, on a entendu plusieurs milliards. Donc, c'est un secteur porteur, c'est un secteur qui a de l'avenir, c'est un secteur où, quand on arrive à apporter une valeur réelle, on peut avoir les retours à la hauteur de cet apport-là. Donc il faut la qualité pour avoir le fruit de Il faut la qualité, il faut le courage, et il faut la détermination et ne jamais abandonner parce que c'est très difficile, mais il faut s'accrocher. C'est un secteur où il faut se former, être bien formé pour réussir? Moi, je dirais que c'est quand le savoir-faire local-là va être formé, d'une part, et va être connu dans le sens où ces métiers-là vont être valorisés, où les modèles d'exemple vont être mis en avant pour encourager. Et en troisième lieu, c'est quand ce savoir-faire va être soutenu par le pouvoir public d'une part, et soutenu même par le grand public en s'intéressant à ce savoir-faire-là, en réalisant en fait que c'est des métiers, que c'est ce savoir-faire qui va permettre de créer une économie qui, au final, servira tout le peuple. D'où votre initiative Mali Mode Academy? En partie, oui, parce qu'à travers le Mali Mode Academy, on essaie de dénicher une dizaine de talents qui ont envie de s'investir dans le monde de la mode, en créant des entreprises, en proposant des produits. Donc, nous leur proposons un programme sur 4 mois où ils sont formés dans plusieurs métiers, notamment la coupe, la couture, le design. On aborde aussi le design textile, mais on intègre aussi les métiers annexes liés à la mode, notamment la communication, le marketing de la mode, tous ces autres aspects qui viennent en soutien à l'aspect création. Et après, nous les amenons sur des plateformes telles que le Mali Mode Show, telles que sur d'autres événements, que ce soit au Mali ou dans la sous-région. Merci à toutes et à tous d'être passés sur le plateau d'Entreprendre, de débattre avec nous, nous édifier sur notre thème « À quand une industrie de la mode au Mali ?» Je rappelle que sur ce plateau, j'ai eu le plaisir de recevoir Madame Marie Edoussou Sangaré, chargée de communication du FACEJ, Fonds d'appui à la création d'entreprises. J'ai eu le plaisir également de recevoir Madame So Namissa Terra, elle est créatrice de mode, promotrice de la marque Ikalou. Notre invité principal, Monsieur Ibrahim Guindo, connu sous le nom de Hakim Soul, promoteur culturel, entrepreneur culturel, promoteur de Mali Mode Show, qui donc se poursuit. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMA. Merci.